La taxe Zuckman. On entend ce nom un peu partout, non? Pour certains, c'est la solution miracle contre les inégalités. Pour d'autres, c'est une utopie, c'est complètement irréaliste. Mais bon, au-delà des slogans, c'est quoi au juste? Allez, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, on va suivre un plan en 5 points. On va commencer par regarder pourquoi ça fait autant débat. Ensuite, on verra qui est Gabriel Zuckman et quelle est son idée exactement. Puis, on se demandera pourquoi un impôt mondial. Après ça, on pèsera le pour et le contre, les conséquences et les défis. Et on terminera en se demandant ce que tout ça signifie pour le futur de nos impôts. Bon, on attaque direct par le vif du sujet. Parce qu'avant de se faire une opinion, il faut comprendre la question de base, celle qui a tout déclenché. Tout part de là, de cette question qui a l'air simple, mais qui est en fait assez explosive. L'idée que les plus grandes fortunes de la planète pourraient, en proportion, payer moins d'impôts que les classes moyennes. C'est ça le vrai moteur de la proposition. C'est vraiment ce sentiment, cette idée d'une injustice qui met le feu aux poudres. Maintenant, pour saisir une idée aussi radicale, il faut forcément s'intéresser à celui qui l'a pensée, à son principal architecte. Et cet homme, c'est Gabriel Zuckman. Attention, on ne parle pas d'un politicien, c'est un économiste français reconnu, un professeur à la prestigieuse université de Berkeley. Et sa spécialité, son truc, c'est justement la fiscalité, l'évasion fiscale et les inégalités. Ça donne tout de suite un certain poids académique à ce qu'il propose. Alors concrètement, c'est quoi cette fameuse taxe Zuckman? Le point clé à comprendre, la grosse différence, c'est qu'elle ne taxe pas ce qu'on gagne chaque année comme un salaire, non. Elle propose un impôt minimal à l'échelle mondiale sur la richesse qui est déjà là, accumulée, sur le patrimoine total. Et ça change complètement la donne en matière de fiscalité. Ok, pour que ce soit bien clair, l'idée tient en 3 points, 3 piliers tout simples. D'abord, qui est-ce que ça vise? Une toute petite poignée de gens, les quelques 3000 milliardaires qu'on compte dans le monde. Deuxièmement, le taux. On part d'un minimum, un plancher de 2% de leur fortune, chaque année. Et enfin, sur quoi on taxe? Eh bien, sur la totalité de ce qu'ils possèdent. Actions, immobilier, tout y passe. Mais 2%, ça représente quoi exactement? Prenons un exemple pour que ça parle. Vous avez un patrimoine de 10 milliards d'euros. Eh bien 2%, ça fait 200 millions d'euros d'impôts par an. Et ça, c'est pour une seule personne. Alors imaginez ça, multiplié par les milliers de milliardaires sur la planète, on commence à voir l'échelle des montants dont on parle. Bon, le comment on a compris. Mais la vraie question, la plus importante, c'est pourquoi? Pourquoi une idée pareille? Et surtout, pourquoi au niveau mondial? Quel est le problème de fond? En fait, cette taxe, elle essaie de répondre à plusieurs problèmes bien réels. Premièrement, un constat, les plus riches, grâce à des montages financiers complexes, payent souvent en proportion moins d'impôts que la plupart des gens. Deuxièmement, leurs fortunes grandissent beaucoup plus vite que l'économie mondiale, ce qui creuse les inégalités. Et enfin, et c'est crucial, si un seul pays le fait, l'argent s'en va ailleurs. Le caractère mondial est là pour boucher toutes les sorties. Et là, il y a une différence super importante à bien avoir en tête pour comprendre la logique. D'un côté, on a l'impôt sur le revenu, ça taxe ce qui rentre chaque année, le flux, comme un salaire. De l'autre, il y a l'impôt sur le patrimoine. Ça taxe ce qu'on possède déjà, le stock de richesses accumulées. Ce n'est pas du tout la même approche. Ok, l'idée est sur la table. Maintenant, la question à 1 million, est-ce que c'est faisable? Parce que, évidemment, entre une belle idée sur le papier et la réalité, il y a souvent un monde. Il y a un potentiel énorme, c'est vrai, mais aussi des obstacles qui le sont tout autant. Alors, si ça marchait, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, du côté des avantages, les chiffres donnent le vertige. On parle de centaines de milliards de dollars de recettes en plus pour les États-Unis. Du quoi financer, par exemple, la transition écologique ou les services publics. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Ça imposerait plus de transparence financière et ce serait un message politique très fort sur la volonté de réguler la finance mondiale. Oui, mais voilà, en face, les obstacles sont colossaux. Déjà, techniquement. Comment on estime la valeur exacte d'une collection d'art ou d'une entreprise qui n'est pas en bourse? C'est un vrai casse-tête. Et puis, il y a le plus gros défi, le défi politique. Mettre d'accord tous les pays du monde sur un sujet pareil, c'est une mission quasi impossible, sans parler de l'harmonisation de toutes les lois. Du coup, au-delà du débat, est-ce qu'on peut le faire? Il faut peut-être se demander ce que cette proposition nous dit vraiment. Et si, finalement, son principal intérêt, ce n'était pas tant d'être appliqué que d'ouvrir une nouvelle voie, de montrer une nouvelle direction pour la fiscalité de demain. Parce qu'au final, qu'on soit d'accord avec l'idée ou pas, cette taxe Zuckman a déjà remporté une victoire. Elle a réussi à changer la conversation au niveau mondial. Elle a mis au centre du jeu cette question de la justice fiscale dans un monde où l'argent, lui, n'a plus de frontières depuis bien longtemps. Et ça nous laisse avec une question vraiment fondamentale pour l'avenir. Quand les plus grandes fortunes sont mondialisées, est-ce qu'une fiscalité juste peut encore être purement nationale? Ou est-ce qu'on est d'une certaine manière obligé de commencer à penser à une échelle planétaire? Le débat, lui, est loin d'être terminé.